Bonsoir. Alors, on va commencer rapidement puisque les séances ont pris un peu de retard. Je vous remercie d'être présent pour cette rencontre autour de la question de la vérité dans le cadre de la rétrospective Claudine Bory, Patrice Chagnard, organisée pendant le mois du film documentaire par la BPI. C'est Jean Painlevé qui disait ah oui, mais j'y peux rien. C'est pas moi qui peux quelque chose. Jean Painlevé, il disait il y avait peu de monde, mais de qualité. Et je pense que c'est ça qui se passe ce soir aussi. La rencontre est aussi enregistrée. Donc, même si nous sommes peu nombreux, il faut que nous soyons extrêmement performants. Juste un mot pour dire pourquoi, dans le cadre de cette rétrospective où d'habitude on ne fait que montrer des films, Claudine et Patrice ont voulu qu'il y ait des temps de rencontres et de débats. Il se trouve que cette manière de partager le cinéma, qui est d'échanger autour des pratiques, des manières de faire et de tenter de mettre en place une pensée commune, c'est une des manières de faire du cinéma aussi. Et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés à Haddock, il y a maintenant 25 ans, puisque je me rends compte qu'on fête actuellement les 25 ans de l'association Haddock. Et effectivement, au moment où on leur a proposé cette rétrospective, très naturellement, l'idée de prendre le temps de parler, d'échanger autour de leurs pratiques et sur des questions qui leur tiennent à cœur, c'est d'emblée imposé aussi à nous. Et c'est ainsi qu'on a fait la semaine dernière une première rencontre où on a essayé de rendre compte de l'expérience des cinéastes autour de l'engagement, et que là, on se retrouve avec Mérant Hamadan, Françoise Roman et Émilie Brisavoine, et puis Claudine Bory et Patrice Chagnard, je suis un peu fatiguée, pour parler de la question de la vérité. Alors, avant de vous présenter les personnes qui sont là à côté de nous et que Claudine et Patrice ont invitées, juste un mot pour préciser un peu le champ de cette discussion et peut-être dire d'abord de quoi il ne s'agit pas. Oui, c'est vrai, il y a un écho, c'est désagréable, non? Oui, oui, c'est ce que je dis. Pour vous, c'est désagréable ou pas? Ça va pour vous? Pour nous, c'est horrible. Oui, mais... Il y a quelqu'un dans la cabine qui peut nous aider? Et il ne nous entend pas? Ah. Alors, qu'est-ce que je fais? La dernière fois, ça avait été arrangé. Comment je fais? Oui. Comme ça? Peut-être c'est mieux si je fais comme ça. Ah oui, c'est mieux comme ça. Ah, alors, peut-être que je vais juste le tenir comme ça, c'est mieux. Voilà, ok. Et merci. Vous, c'est bon? Vous m'entendez toujours? Parce que nous, on l'entend. Oui, c'est ça. Il faut tenir le micro loin. Voilà. Je tiens le micro comme ça, c'est bon? C'est génial. Merci. Donc oui, je disais, avant de présenter les invités de Claudine et Patrice, juste un mot pour préciser le champ de la discussion et vous dire d'abord de quoi il ne s'agit pas. Sur cette question de la vérité, il ne s'agira pas de comparer la fiction et le documentaire pour dire qu'il y en a un qui serait plus vrai que l'autre. Il ne s'agira pas non plus de revenir sur l'appellation cinéma-vérité, ni même sur la question de l'immédiateté, voire de la transparence hypothétique du cinéma direct. Non, en voulant mettre en partage cette question de la vérité, et peut-être je demanderai à Claudine et Patrice au début de la discussion de préciser un peu leur position. C'est peut-être ce que nous voulons, c'est rendre compte du pouvoir de révélation du cinéma et peut-être plus encore de notre croyance dans ce pouvoir de révélation. Dans cette croyance qui est une manière de pousser les cinéastes à faire des films comme moteur, la croyance dans
le pouvoir de révélation du cinéma comme moteur pour faire du cinéma. Évidemment, ça sera une façon de questionner, évidemment, la relation à la personne filmée. Ça sera aussi une façon de se poser la question de comment les cinéastes, pour appréhender quelque chose de la réalité, comment ils s'y prennent pour appréhender cette chose et pour rendre compte de ce qui, à chaque fois, nous échappe, qui est le réel. Et puis, évidemment, ça posera la question de la mise en scène, de la relation à la personne filmée, et peut-être aussi la question de l'éthique, bien que cette question soit une large question auquel, je pense, nous n'aurons pas le temps de nous pencher. Alors, contrairement à la semaine dernière, je vais essayer de garder un peu de temps pour que les personnes qui sont avec nous puissent aussi intervenir. Mais avant donc de commencer, un mot sur nos invités. Donc, Émilie Brisavoine. Alors, Émilie était une étudiante en art appliqué quand on lui a donné une caméra et elle a commencé à filmer sa famille, un peu comme un journal filmé. Et ce journal filmé a donné finalement naissance à un film qui est un véritable portrait choral, ce qui est très compliqué à faire en cinéma. Ça s'appelle Pauline s'arrache et c'est un film qu'on a découvert à la sélection d'Acide à Cannes en 2015. C'est ça. De l'autre côté, Françoise Roman. Donc, Françoise Roman est une cinéaste, une réalisatrice de documentaires qui travaille depuis le milieu des années 80, à peu près. On peut dire qu'elle s'attache aux faits de société et en même temps, tout son travail est de se détacher complètement du cinéma direct pour rendre compte de ces faits de société. Son film Mix Up en 1985 avait été montré au festival Director News Films, qui est un festival organisé par le MoMA et le Lincoln à New York. Et depuis, Françoise fait des allers-retours entre les États-Unis et la France. Je voudrais citer un autre film, parce que c'est aujourd'hui assez exemplaire. En 1986, elle fait un film qui s'appelle « Appelez-moi Madame », sur un homme marié qui est un transsexuel. Et elle fait ce film qu'on a revu l'année dernière aux rencontres de Périphérie. Et tout d'un coup, on voit, au moment où la question du genre est au milieu du chemin, combien 20 ans ou 30 ans auparavant, c'était déjà quelque chose... Enfin, en tous les cas, le film de Françoise en parle d'une manière remarquable. Et puis, à ses côtés, Mehran Tamadon. Je voulais tellement dire Mehran que... Voilà. Mehran Tamadon, qui est un cinéaste iranien qui vit en France. Il vit en France, mais il filme en Iran. Il était architecte, il a commencé à faire du cinéma en 2002. Et puis, on connaît surtout ces deux films suivants. En 2009, Bassidji, qui a eu le prix La Vision du réel. Et puis, évidemment, iranien, on a aussi découvert... je me souviens plus si c'est 2014 ou 2015 à la sélection à Cannes, en 2014. Non, il n'était pas à Cannes. Non. Il a eu le prix du cinéma du réel ici, et on l'a découvert à ce moment-là, en plus ensuite sorti dans les salles en France, soutenu par l'association Acide. Alors, Mehran, son travail est vraiment intéressant parce que pour lui, chaque film est une expérience dans laquelle il est à la fois le filmeur et le filmé. Voilà. Donc vous voyez l'intérêt aussi de parler avec des gens qui ont des pratiques qui sont très différentes les unes des autres et aussi très différentes du travail de Claudine et Patrice. Et c'était, je crois, aussi cette idée de mettre sur la table une notion un peu grandiose, quoi, comme la vérité, mais de la partager avec des gens qui ont des pratiques différentes. Peut-être, Claudine et Patrice, vous pouvez dire un mot sur en quoi cette question de la vérité est pour vous un moteur pour faire des films. Ouais. Bon, oui, c'est vrai que c'est un mot difficile, c'est un mot piégeant, et en même temps, enfin moi en tout cas, je peux pas l'éviter. Parce que c'est central pour moi dans mon travail depuis le départ.
ça a été central dans la rencontre avec Claudine, et je pense que c'est très important dans les derniers films qu'on a faits. Pour remonter un petit peu en arrière, puisqu'on a montré au cours de cette rétrospective pas mal de films que j'ai faits qui ont été produits dans le cadre des émissions religieuses du dimanche matin. Et donc, la question de la vérité m'est apparue dès le départ complètement piégée et complètement contradictoire avec ce que moi je mettais du côté du cinéma. J'avais affaire à des gens pour qui la vérité, ils l'avaient. Ils avaient la vérité et ils étaient là pour l'enseigner. Et le cinéma ou la télévision, et particulièrement le documentaire, était pour eux un moyen de communiquer cette vérité. Voilà. Et donc, pour moi, je me suis trouvé d'emblée avec un adversaire redoutable, mais qui était un véritable adversaire, et il a fallu que je les convainque, et j'y suis un tout petit peu arrivé, mais un tout petit peu, mais en tous les cas, dans mes films, je l'ai fait, que le cinéma était un outil justement pour déconstruire totalement et radicalement cette vision-là de la vérité, que c'était absolument incompatible avec le cinéma tel que moi je le concevais, c'est-à-dire un outil qui est effectivement un processus qui peut quelque part produire de la vérité, mais la vérité dont il s'agit dans le cinéma, c'est absolument pas celle dont ils parlent quand ils disent qu'elle précède le film. C'est-à-dire que c'est du côté du message, c'est du côté d'un cinéma de propagande. Et ce cinéma de propagande, bon, il existe évidemment du côté des religieux, bien évidemment. Il existe aussi du côté des politiques. Il existe du côté de plein de gens. Et en réalité, la question de la vérité, il faut la sortir déjà de cette gangue-là, de ce malentendu, parce que pour moi, c'est un malentendu. Donc voilà, à partir de là... Qu'est-ce que ça veut dire produire de la vérité dans un film alors je repense aussi à la phrase qu'on avait mis dans l'invitation à cette rencontre, qui est une phrase de Jean Bazaine, donc le peintre, qui dit « On peut être un saint ou un militant convaincu », donc il voit bien les deux clans, et faire une peinture crapuleuse. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase, parce qu'évidemment, en fonction de l'expérience dont je viens de parler, c'est une phrase clé pour moi. Et justement, Bazaine je l'interrogeais sur la question de la vérité quand il m'a répondu ça. Et alors, curieusement, il emploie le mot crapuleux, que je trouve très joli, parce que le crapuleux, c'est un peu criminel quand même, et c'est du côté de l'éthique aussi. C'est-à-dire que quelque part, la question de la vérité, me semble-t-il, dans une démarche artistique, pour un peintre ou pour un cinéaste, elle se pose aussi, elle se mélange, elle se croise en tout cas avec la question de l'éthique, inévitablement. Parce que la vérité dont il s'agit, justement, n'est pas non plus celle de la science. On pourrait, il y a plein de types de vérités, mais celle de la science n'est pas du tout celle que produit un cinéma documentaire. Et ça n'est pas non plus cette vérité supposée de la réalité dont les spectateurs nous disent toujours que... Mais alors, c'est ça qu'on vient voir dans vos films, et donc, il n'y a pas de mise en scène possible, vous ne pouvez pas parler en termes de personnages, en termes de dramaturgie, en termes de récit. Ils ne comprennent pas ce décalage, parce qu'effectivement, ils ont cette idée d'une immédiateté dont tu as parlé, d'une immédiateté du réel filmé qui serait la vérité objective de ce qui est devant la caméra. Et ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. La question de la vérité, elle se pose dans un processus de création, dans la totalité d'un processus de création, avec tout ce que ça implique, de contradictions, de difficultés, de croisements avec plein d'autres choses. Et elle se pose... J'ai perdu mon fil. Ça m'arrive. Donc elle se pose dans le processus de création. Mais justement, je pense que ça serait bien qu'on commence par le processus de création, parce que si on part tout de suite sur la question de l'éthique, etc., oui, je suis d'accord. on va
On va D'accord. contourner la question, me semble-t-il. C'est ce que j'allais dire. Et j'allais dire d'ailleurs que quand on avait travaillé, on a fait un atelier ad hoc qui s'appelait Vérité et mensonge. Et quand on avait travaillé collectivement sur cette question, on était parti de nos pratiques, justement. On était parti de nos pratiques et de notre façon de travailler. Et bon, il y a une chose qui apparaît tout de suite quand même, c'est qu'il faut bien différencier le réel et le vrai. Voilà, ce qui est réel et ce qui est vrai. Parce qu'on a tendance, enfin, souvent dans le cinéma documentaire, déjà on croit que c'est vrai, alors qu'effectivement, ça ne l'est pas forcément. Et en plus, le vrai, le réel, je veux dire, a un caractère de vérité pour beaucoup de gens. C'est ce que tu disais à l'instant. Et c'est vrai que dans la façon dont... C'est pour ça qu'on a souhaité inviter des gens très différents à ce débat. C'est qu'on pense que... on pense que dans chacun d'ailleurs des films des personnes présentes, il y a une recherche de ce que nous appelons la vérité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est recherché, qui est de cet ordre-là. Mais aucun de nous ne travaille de la même façon, n'utilise les mêmes outils, n'a la même approche dramaturgique, n'a la même conception de la façon dont il va chercher cette chose qu'il appelle la vérité, qui est, bon, peut-être que c'est un mot un peu trop emphatique, enfin bon, moi je dirais le vrai, enfin quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est ça qui nous intéresse, c'est le fait qu'on ait des pratiques aussi différentes. Donc nous, on est plutôt du côté du cinéma direct. Toi, c'est encore plus direct, je dirais. En plus, tu vas très près, tu vas au plus proche, puisque c'est ta famille. Toi, tu utilises au contraire la fiction, quasiment. Enfin bon, des mises en scène qui sont très proches des mises en scène de la fiction. Et Méran, je pense que tu es vraiment dans une façon de t'engager toi-même en tant que corps, enfin en tant que personne dans ta rencontre avec le réel, qui est ta façon à toi de chercher à révéler quelque chose de vrai, quoi, voilà. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir déjà comment chacun s'y prend. Alors, comment chacun s'y prend ? Voilà. Méran, tu peux peut-être commencer. Comment tu t'y prends ? Est-ce que cette idée que la manière dont tu t'y prends, c'est pour aller chercher quelque chose qui se révélerait de la vérité, ou est-ce que c'est quelque chose qui se construirait de la vérité ? Alors, bon, c'est vrai qu'au départ, j'ai dit j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais dans le mail. Et, alors, je dirais que j'ai l'impression que s'il y a une vérité, elle est forcément, selon moi, contextuelle et liée à l'expérience. En tout cas, je dis juste en deux mots un peu ce que je fais, parce que oui, c'est ça. Il y a des gens qui connaissent pas du tout. Moi, j'ai filmé il y a quelques années j'ai fait un film, enfin même ça fait plusieurs films que je fais de cette façon-là. Je filme les défenseurs de la République islamique dans une démarche un peu compréhensive et en affirmant ma différence. Et donc voilà, donc je questionne ça. C'est-à-dire, et dans le dernier film, j'ai invité 4 mollahs à venir habiter avec moi dans une maison en Iran, afin de voir dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de coexister dans le même espace, de partager nos différences. Et donc aussi pour moi d'affirmer que je suis athée face à des gens en Iran qui peuvent tout à fait me nuire et me mettre en prison s'ils le souhaitent. Et ce qui fait qu'ils ne le font pas, je pense, c'est parce qu'il y a une relation. C'est-à-dire que je tisse cette relation qui me permet de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire. Je pense que les mêmes personnes, si je leur disais ce que je leur dis, le quart de la moitié de ce que je leur dis dans cette maison-là, si je leur disais dehors, et que sans les connaître, ce serait très dangereux pour moi. Et donc, du coup, alors, si la vérité, est-ce qu'elle n'est pas, au fond, dans ce qu'il peut y avoir de commun entre nous? Alors, c'est peut-être un peu utopique, ce que je dis là. Mais j'ai l'impression que c'est ce que je cherche. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'il peut y avoir un fil entre celui qui est l'autre, infiniment autre, et moi.
Et donc, je suis toujours, même dans ce que je fais maintenant, à la recherche de ce fil-là, à essayer d'attraper ce fil-là. Et souvent, je ne le trouve pas. Mais si je ne le trouve pas, ça veut pas dire que ce fil-là n'existe pas. Ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé, tout simplement. Et donc, pour dire que... je dirais, là où je disais que la vérité, elle est contextuelle, c'est-à-dire qu'elle est liée à la relation, et la relation que moi je tisse avec des gens n'est pas la même chose que la relation que toi tu peux tisser ou que toi tu peux tisser. Et voilà, donc forcément, cette expérience que moi je construis avec les mots là, dans le cadre de mes films, elle est unique. Et elle dit à la fois quelque chose de très singulier sur nous, et donc par ricochet, par miroir au spectateur sur sa relation aux gens qui sont autour de lui. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis là. Ou non. C'est très clair. Bon. Est-ce que après Très bien. On va poser la question à Françoise. Alors, si cette recherche de la vérité participe de son souci de construire une mise en scène pour rendre compte du réel, ou si c'est pas du tout comme ça que tu abordes la question de ton film à faire. En fait, donc j'ai fait mon premier film en 1985 et je l'ai fait en Angleterre parce que ce que je filmais, c'était une histoire qui s'était passée en Angleterre. Donc j'ai eu la chance de commencer avec des Anglais. Et les Anglais, ils ont une énorme qualité, c'est qu'ils ont un humour et une distance par rapport à eux-mêmes. Ils se moquent tout le temps d'eux. Et ça m'a été très très utile. Et en fait, j'ai commencé en me disant, bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre pour faire ce film? Et j'ai fait un peu comme Catherine, j'ai dit, bon, je ne veux pas, parce qu'elle a introduit le débat en disant on ne va pas faire un débat en disant si, on ne va pas faire le débat en disant ça. Et j'ai commencé pareil, j'ai dit bon, je vais faire un film, je ne veux pas de commentaires, je ne veux pas d'objectivité, je ne veux pas d'intervieweur, je veux, voilà, c'était tous j'ai commencé par éliminer ce que je ne voulais pas faire. Et puis... parce que aussi ma pratique comme assistante de réalisation, mes études de l'IDEC et tout ça m'avaient fait réfléchir sur la notion de fiction documentaire, comment il y a une marge intéressante entre les deux et que justement quelque chose se révèle. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la vérité parce que moi je pense qu'on fait des œuvres d'art et que dans les œuvres d'art je ne sais pas c'est quoi la vérité, mais quelque chose qui se révèle, pour moi, ce qui se révélait, c'était par la mise en scène. C'était par une demande je demandais au personnage de raconter des événements très précis qu'il m'avait déjà racontés, mais je les mettais dans un cadre très contraignant. Il devait bouger, en même temps parler, raconter ça à tel endroit, et puis presque si je leur faisais pas des croix dans le sol, comme en fiction. Et en fait, ils étaient tellement paralysés par ce setting qui était éprouvant, qu'il y avait une sorte de tension. Et c'est cette tension qui permettait de révéler des choses qui étaient de l'indicible et qui étaient de l'ordre de l'inconscient, moi je crois, qui se dessine et qui renvoie le spectateur à sa propre histoire. Puisque mon premier film, c'était sur une histoire d'enfants échangés qui s'était passée 50 ans auparavant. Donc j'avais retrouvé les mères et un des pères, un autre était mort. Et donc c'était le souvenir qu'ils avaient de cette histoire qu'ils avaient vécue il y avait 30 ans. Il fallait qu'ils retrouvent cette histoire-là et qu'ils la révèlent, à travers une mise en scène, voilà. Et c'est simplement, c'est mon goût. J'aime bien ce qui est formel, j'aime bien ce côté un peu rigide et oui, cette contrainte qui pour moi révèle des choses. Alors je sais pas si c'est la vérité, mais d'une vérité en tout cas. Et ça donne à voir aussi la complexité et les failles des personnages quand ils racontent leurs histoires. Émilie ? Alors moi j'ai fait qu'un film, un peu par hasard d'ailleurs,
puisque j'ai pas du tout fait d'études de cinéma, je sais pas trop d'ailleurs c'est quoi la fiction, le documentaire. J'ai pris des caméras qu'on m'a prêtées et je me suis mis à filmer de manière assez intense ma petite sœur Pauline, qui traversait des périodes un peu chaotiques émotionnellement au cours de son adolescence. Et en fait, ça a été pour moi une manière de l'accompagner et aussi de créer un espèce d'espace dans sa vie un peu tumultueuse qui était comme une espèce de parenthèse analytique qui au fur et à mesure du temps, parce que bon, j'ai filmé épisodiquement pendant 3-4 ans, lui a permis de prendre de la distance justement sur ce chaos émotionnel. Et au fond, au début, je ne savais pas que j'allais faire un film. Et puis c'est en parlant avec des amis cinéastes qui m'ont dit « mais tu as beaucoup de matière, tu pourrais faire un film ». Ils m'ont présenté un producteur et je lui ai montré des rushs. Il m'a dit « mais oui, on peut faire un film ». Donc à partir de là, j'ai rencontré une monteuse et j'ai découvert le cinéma en fait, en le faisant vraiment de manière très empirique. Et j'ai pu prendre de la distance avec donc, ces rushs qui étaient au début familiaux. Alors après, c'est vrai que moi, mon grand-père, quand j'étais petite, il avait son caméscope, il nous filmait tous, mais il filmait que les anniversaires ou les réunions de famille, il filmait pas. Moi, je filmais tout. Je filmais les discussions, les disputes, les moments banals, les moments de tension, les moments fous, les moments drôles. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant que ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je voulais faire un film qui soit un peu comme la vie, c'est-à-dire qui ait toute son ambivalence et sa complexité. Et en faisant le film, je me suis rendu compte que j'avais envie d'accompagner Pauline vers une espèce de révélation de ce qui l'empêchait de s'émanciper, puisque le film s'appelle Pauline s'arrache. Donc c'est en fait tout le chemin qui l'amène à cette émancipation par le biais de cette relation filmée, quoi. Sachant que la spécificité de la relation était que j'étais sa demi-sœur. Donc à la fois j'étais proche et en même temps j'ai pas grandi avec elle, j'ai 12 ans d'écart avec elle. Donc il y avait aussi cette distance qui fait que moi j'étais pas incluse dans les relations conflictuelles de la maison. Et en même temps j'avais envie qu'elle puisse comprendre et prendre de la distance sur ce qu'elle vivait. Et pour moi la caméra ça a été un fabuleux outil de mise à distance, quoi. D'objectivation de sa subjectivité. Et d'ailleurs, il y a un dispositif que j'ai fait de manière plutôt intuitive, où les personnages se regardent filmer. Alors après, c'est vrai qu'on m'a parlé de la télé-réalité, parce que moi, j'ai pas la télé depuis l'âge de 15 ans. Et effectivement, il y a ce truc de mise à distance, sauf que, contrairement à la télé-réalité, l'enjeu, là, c'est pas de montrer des frics, quoi. C'est pas de montrer l'autre justement dans l'autre il est différent de nous, c'est pas bien, c'est un monstre. Là justement c'est au contraire de montrer en quoi les failles dans ce qu'elles ont de plus intime sont totalement universelles. Et c'est aussi l'enjeu pour moi du film, c'était aussi de révéler une espèce de vérité des rapports, puisque au fond quand on regarde les représentations dominantes, que ce soit la publicité ou les films, je dis hollywoodiens, je dis n'importe quoi, mais les représentations dominantes montrent des rapports entre les personnes qui ne sont pas forcément ce que l'on vit nous. Enfin, et puis même une vérité des personnages, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas ma petite sœur, elle a un tempérament, elle a une complexité comme nous tous. C'est un portrait de jeune fille qui était vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de voir comme jeune fille au cinéma, quoi. C'est-à-dire que là, on montre une jeune fille qui est à la fois qui est très complexe et riche, quoi. Et aussi, je pense à ça parce que j'ai vu que ce matin il y avait un article dans Le Monde de Serge Tisseron qui disait que justement le problème c'est que on empêche aux femmes, je sais plus comment il disait, on empêche les femmes d'être désirantes, quoi, de désirer. Et là, l'idée c'était aussi de montrer une jeune fille qui a du désir, quoi, qui est désirante et qui dépasse les critères habituels de la féminité. Ce que vous dites tous les trois, je crois, c'est que le cinéma, c'est quand et la mise en scène, ou même le fait de filmer, c'est une manière de créer un espace
un espace particulier et que c'est cet espace qui crée une distance et que c'est peut-être dans la distance que quelque chose se révèle. Alors cette chose, c'est la vérité, c'est une vérité, c'est autre chose. J'aimerais bien qu'on arrive à définir d'ailleurs qu'est-ce que c'est vraiment. Et oui, moi, ce que ça m'évoque là, ce que tu dis, c'est le déplacement. C'est-à-dire, je voulais parler de 2 exemples de films. Le Portrait imaginaire de Gabriel Bory que j'ai fait il y a assez longtemps et qui n'est pas du tout du cinéma direct, et Les règles du jeu qu'on a fait récemment et qui est du cinéma direct. Et comment, dans les 2 cas, avec des façons de raconter extrêmement différentes, à chaque fois, il y a ce phénomène de partir à la recherche de quelque chose, et c'est ça qui fait que le film existe, qu'il y a le désir de ce film précis. Donc il y a quelque chose qui est cherché, qui est de l'ordre d'une vérité qu'on aimerait atteindre et qui est restée ignorée ou qui est hors d'atteinte, enfin, et qui nous paraît jamais dite, où les gens ne sont jamais représentés. Enfin bon, il y a toujours quelque chose comme ça. Et en même temps, dans le travail lui-même, dans l'approche, dans les outils qui vont nous permettre de continuer à faire cette approche, petit à petit, il y a un déplacement qui s'opère véritablement, qui fait que quand on arrive petit à petit, quand on arrive au bout de cette recherche, on n'est pas le même, et il y a quelque chose qui s'est opéré. Et je pense que c'est dans ce déplacement-là que peut-être il y a quelque chose d'une vérité qui arrive, et que d'ailleurs, quand ça arrive, c'est toujours petit, c'est tout petit, c'est par éclat, c'est par moment, c'est pas tellement quelque chose qu'on peut dire, ça passe très certainement par la parole et par la façon dont on met en scène la parole, chacun à sa façon, mais je pense que l'effet de vérité, c'est un effet qu'on ressent immédiatement, mais qui immédiatement disparaît. Enfin, c'est très fugitif, mais là, on sait qu'on a touché quelque chose, et que là, il y a quelque chose de, je dirais, c'est la vérité du film, de ce film-là, très concret, qui se met à exister, et non pas une vérité supposée qu'on cherchait ou qui était dans la tête. Et à ce moment-là, c'est le déplacement pour moi qui est l'outil principal, quoi. Oui, il y a un autre outil auquel je pense à propos de la distance, c'est la question de la justesse, qui, à mon avis, est le mot le plus juste pour parler de la vérité dans la pratique du cinéma. Et ce qu'on appelle la justesse, c'est quelque chose de très, très précis que l'outil lui-même nous révèle. Et pas quelque chose qu'on a dans la tête et on va avoir une position juste. Alors, non, pas du tout. On a la place de la caméra, la valeur d'un cadre, le travail d'une lumière, c'est ça qui s'impose et qui va révéler une position juste par rapport à des choses très profondes. Et c'est là où ça nous emmène. Alors, c'est pas une vérité qui se dit. Le cinéaste n'a pas à dire une vérité, mais il a à la faire quelque part. Il y a dans le faire quelque chose qui est de cet ordre et que moi je traduis par le mot juste, la distance juste, par exemple, qui est vraiment quelque chose que tous les cinéastes connaissent, parce que c'est la difficulté de chaque plan, de chaque image, et c'est encore la difficulté au montage, et c'est la difficulté à laquelle on se heurte sans arrêt, et c'est ça, c'est à partir de cette justesse-là et de cette distance qu'on construit que s'élabore quelque chose qui va produire du sens. Je vous ai entendu dire acquiescer ou pas, Françoise et Méran. Vas-y, Méran. C'est vrai. Alors, il y a juste, je suis d'accord. Mais après, juste pour ne pas trop, parce que moi personnellement, je suis jamais fier de ce que je fais, dans le sens où j'ai toujours le sentiment d'avoir été injuste. Injuste parce que, mais c'est aussi pour ça que je me filme, c'est-à-dire que j'essaie d'être injuste injuste aussi avec moi.
au fond. Pas uniquement avec les autres, mais aussi avec moi. Et c'est-à-dire que je sois mangé à la même sauce que les autres, quoi. Et souvent, dans mes films, mes 2 films là, mes 2 longs métrages, je me mets plus en péril dans mes expériences que eux peuvent témoigner, ceux qui l'ont vu, et justement pour ça, parce que c'est très compliqué de filmer l'autre, et que moi la solution que j'ai trouvée pour filmer l'autre, c'est de me filmer aussi moi et me retrouver quelque part à me traiter de la même. C'est ma façon à moi. Voilà. Je dis pas que c'est la seule façon, mais aussi parce que je filme dans l'adversité. C'est aussi pour ça. C'est pas, par exemple, c'est pas votre cas. Voilà. Et donc, mais il n'empêche que lorsqu'on filme, j'ai l'impression, surtout dans l'adversité, mais peut-être c'est valable pour d'autres types de films, forcément, il faut être le plus juste possible dans ce que l'autre te dit, parce qu'il n'est pas obligé de te le dire vu que tu es censé être son ennemi. Enfin, c'est comme ça qu'il peut me percevoir comme ça. Donc à partir du moment où il me fait confiance et qu'il vient devant ma caméra, j'ai un devoir envers sa parole, envers lui. Or, je suis en train de faire un film, et un film raconte une histoire. Et un film transforme des personnes en des personnages. Et ça, c'est un chemin très particulier, parce que les personnes sont complexes, sont multiples, sont infinies. Et puis les personnages, finalement, ils ont une direction, on renforce des choses au montage pour... Voilà. Et donc, forcément... j'ai l'impression, souvent j'ai cette impression-là. Alors ça, c'est des sentiments qui vont et qui reviennent sur le même film en fonction des périodes où on les regarde ou bien qu'on pense, mais de n'avoir pas toujours été à la hauteur de ça. C'est-à-dire que d'avoir... c'est le problème, excusez-moi, parce que j'essaie de réfléchir en même temps, c'est le problème de quelque part de fabriquer un objet, ce que je te disais l'autre jour au téléphone. On fabrique un objet. Et donc forcément, cet objet n'est pas ce qu'on a vécu, c'est un objet. Et donc l'objet est forcément intéressant, mais il peut aussi être réducteur. J'ai vu excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse, un film il n'y a pas très longtemps aux Étoiles de la SCAM. C'était sur l'histoire d'une couverture de Charlie Hebdo. Et donc la couverture, c'était celui où Mahomet il se tient au visage et il dit c'est dur d'être aimé par des cons. Et donc c'était sur le processus de la fabrication de ce journal et de ce numéro, de cette couverture. Et quand on voit la couverture, on a juste une couverture. Et une couverture n'est que, au fond, cet objet-là, et qui ne dit pas toute la complexité de la réflexion qu'il y avait pour mettre en œuvre ça. Et le film montrait, au fond, le processus. Et le processus est tellement complexe et riche et intéressant que cet objet-là ne le montre pas. C'est ça que je veux dire, c'est que finalement on réduit aussi, et c'est dans cette réduction quelque part de l'autre filmé, on peut être injuste. Et on réduit et on tord aussi. Bien sûr, parce qu'on fait un film. Oui. C'est ce que tu disais. C'est pour ça que la question de la vérité, elle ne peut pas être du côté de ce qui est à l'extérieur. Elle est forcément dans cette relation avec la manière dont on montre, avec tout ce qu'on met en jeu. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, forcément, on ne l'atteint jamais, cette vérité. On en parle, parce qu'elle est à l'œuvre, quelque part. Mais elle est à l'œuvre comme un obscur objet du désir, je ne sais pas comment dire. Mais bien sûr qu'elle n'est pas atteinte. Mais on peut produire quand même quelque chose qui est de cet ordre. Toi, tu le fais à travers des films. Elle le fait, Françoise le fait. On le fait. On produit quelque chose de cet ordre, mais qui n'est pas une vérité, qui est une vérité relative à tout ce processus du film, etc., et avec ses limites, bien évidemment. Et quand on est dans le cinéma documentaire, les limites sont énormes, parce que justement, on a cette dette à l'égard du réel et à l'égard des personnages qu'on filme, dont tu parles, elle est énorme. Il manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Voilà. Et donc, du coup, mais cette histoire de non-maîtrise à laquelle on s'affronte,
et qui a en corrélation aussi un désir de maîtriser. C'est bien sûr de mettre en scène, de raconter notre histoire à travers l'histoire des autres, à travers l'histoire qu'on filme. On veut aussi raconter notre histoire. Et ben, on se fait à la fois, on accepte la limitation parce qu'on pense qu'il y a une richesse qui n'est que là, quelque part, qui ne serait pas dans la maîtrise. Et on accepte donc à un moment de lâcher. Et j'ai l'impression que la question du vrai, elle se pose aussi à cet endroit-là, à l'endroit où on lâche, à l'endroit où on est débordé par le réel qu'on filme et où on est fatalement injuste, comme tu dis, et pas content, et déçu, et tout ça. Ah bah oui, parce qu'il n'y a rien de plus décevant que la réalité, ça. Alors, voilà, surtout pour un cinéaste, parce que construire un film à partir de la réalité, c'est souvent quand même une sacrée galère. Parce que la réalité, elle est moche, d'ailleurs. Elle est moche, voilà, elle est décevante. Elle est souvent très décevante. C'est ça, là, ça a donné ça. Comment ça Il n'y a pas d'autre moyen. Françoise ? Moi, je suis plus intéressée par la question de la justesse. Ouais. Et c'est vrai, c'est aussi... c'est la question du choix. Le réalisateur a le choix. Et en fait, c'est aussi, je viens à ce que tu dis, tu t'es mis au milieu de tes personnages parce que tu te mets en danger comme eux, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai senti parce après avoir fait 15 ans de documentaire et de fiction, je me suis dit, bon... J'ai envie de faire un film où je retourne la caméra sur moi. Et ça m'a pris 10 ans. J'ai fait un film qui s'appelle Thème Jeu et je l'ai fait pendant 10 ans. Et je suis allée beaucoup plus loin avec moi que ce que je pourrais me permettre avec des personnages du documentaire. Parce que j'ai aucune tendresse pour moi et j'y vais parce que j'ai ce choix-là. Mais je ne fais pas ça avec les personnages que je filme du documentaire. Mais là, c'était comme une expérience de dire jusqu'où je vais pour me torturer, pour me mettre dans une vérité, finalement, qui me dérange. Et en fait, je cherche toujours des choses qui dérangent, là où ça gratte, ou là où ça fait mal, parce que je n'ai pas envie d'aller voir un film qui me conforte dans ce que je sais déjà ou dans ce que je pense. J'ai envie qu'on me dérange. Et donc, la justesse du film, elle se joue là, et des personnages aussi. C'est pour ça que je disais que, pour mon expérience, c'est dans une mise en scène très serrée et très contraignante que je trouve qu'il y a une justesse des personnes qui se révèlent. Voilà. Est-ce que ça veut dire que la mise en danger du cinéaste fait partie d'une certaine justesse ou vérité ? Je pense qu'il le démontre et je l'ai touché avec mon film Thème Jeu, je pense. Alors, ce que vous disiez, j'ai l'impression, parce que c'était une question que je me posais, est-ce que la vérité, c'est quelque chose qui se construit ou c'est quelque chose qui advient ? J'ai l'impression que en employant le mot la justesse, ça serait quelque chose qui se construit par la mise en scène, par les cadres, etc. Et que l'effet de vérité, lui, advient. Absolument. Et qu'il y a les deux choses qui existent et qui sont concomitants et qui se répondent peut-être. Qui ne sont pas contradictoires, absolument. Qui ne sont pas contradictoires. Oui. Et l'autre chose que je voulais souligner, c'est ce que tu dis, Meyran, sur l'idée qu'il y a le processus. Et que c'est vrai que l'autre jour, je disais ça à l'occasion d'une présentation de film, c'est que souvent le film, finalement, n'est plus que la trace de quelque chose qui est un temps de recherche, un temps d'expérimentation, un processus de création qui est très long. Et finalement, le film, ce n'est que la trace de ça. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on fait le pari que cette trace-là porte la trace de tout, c'est-à-dire qu'elle est le témoin concentré de tout ce qui a été le processus, et que c'est quelque chose comme un condensé, un précipité. Voilà, que le film est un précipité de tout un processus, et que ça aussi c'est une vérité, peut-être. Est-ce que, Émilie, cette idée de se mettre soi-même en danger pour révéler quelque chose d'une vérité, d'une relation, des relations entre les gens, c'est quelque chose que tu as expérimenté aussi pendant le film. Quand on voit le film, on sent que finalement il y a une vraie mise en danger
des personnages. Et ce qui est très touchant, c'est que les personnages eux-mêmes ne sont pas pris au piège de ça, puisqu'ils voient ce que tu as déjà filmé, et ils sont aussi, le fait de leur montrer, c'est aussi une garantie qu'ils sont d'accord avec ce que tu as filmé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe dans le film. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai filmé au début, on ne savait pas trop à quoi ça allait servir. Enfin, moi, en tout cas, je me disais, ah, tiens, j'adore filmer, je découvre comment on fait des plans, qu'est-ce que c'est que cette envie de capturer le réel, justement, de garder des traces de tout ce qui n'adviendra plus, quoi, qui est unique. Et puis, au fur et à mesure, quand l'idée d'un film est venue, j'ai présenté aux membres de ma famille 1 heure de rush, avec à peu près des rushs très divers, c'est-à-dire des rushs très banals, des drôles, des choses où ils sont en lumière, des choses où ils sont plus en ombre, des choses où on les voit sous un jour plus dur, et des choses où ils sont plus, je sais pas, drôles. Et je leur ai dit, voilà, si je fais un film, j'aimerais que ce soit un film comme la vie, qui soit aussi complexe et diversifié que ça. Donc, est-ce que vous, ça vous dirait que je fasse un film, mais ça sera pas un film hagiographique sur vous, et ça sera pas non plus un film d'horreur, ça sera un film comme dans la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est les deux, et c'est autre chose, quoi. Et donc, je leur ai montré ces rushs, et c'était comme ça que j'ai eu l'autorisation à l'image. Et ensuite, une fois que le film a été monté, je leur ai montré pour savoir s'ils étaient d'accord. J'ai enlevé certaines scènes. Mais après, c'est vrai que toute la mise en danger est d'autant plus complexe que moi, je monte ma famille, et qu'au début, je m'attendais pas du tout à faire un film. Je m'attendais pas à ce que ce film, il ait cette vie, c'est-à-dire qu'il aille au Festival de Cannes à l'Acide, qu'il sorte en salle. Donc pour moi, ce film, c'était un peu comme une quête, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, on peut pas filmer la réalité, mais on va filmer notre point de vue sur le réel. Et je sais plus, j'avais une phrase d'Alain Cavalier qui disait que finalement, chaque cinéaste ne fait que représenter son suspense intérieur. Il est évident qu'à travers ces matériaux-là, qui étaient les rushs de ma famille, et tout le montage, parce que moi j'ai fait toute l'écriture du film au montage, finalement ce que raconte le film, c'est une trajectoire que j'ai traversée moi en le faisant. C'est-à-dire que c'est tout le travail entre le tournage, le montage, et puis toute la post-prod, tout ça, c'est ce que moi j'ai traversé à travers des rushs qui sont oui, tirés de la réalité. Mais en même temps, Pauline, quand elle voit le film, fait, mais je comprends pas ça, ce rush tu l'as mis avant, mais là j'ai 17 ans, et puis le rush que tu as mis après, j'ai 15 ans. Je dis, bah oui, tout est reconstruit. Et au fond, ce que je raconte, c'est pas la réalité, puisque de toute façon, qui peut accéder au réel, puisque le réel, on n'accède pas au réel, on le vit. Et puis, ce que là, nous, on est en train de vivre, vous tous le voyez sous votre angle, et chacun, on peut pas vivre la même chose. Enfin, c'est impossible d'accéder au réel. En revanche, c'est possible de donner un point de vue sur ce réel et de rendre hommage à la complexité ou à ce qui a été vécu, quoi. Et effectivement, ça sera jamais la réalité, quoi. Mais en tout cas, ça sera un point de vue, et il aura la valeur qu'il a. Mais en tout cas, moi, j'aurais mis 5 ans à créer cet objet qui est cette espèce de scorie qu'on appelle un film, qui raconte ça. C'est vrai que on a tendance quand on parle de révélation, on a tendance à croire que c'est par simplification que les choses se révèlent. Or, c'est par la complexification de la chose qu'elle se révèle vraiment, à la fois c'est un aller-retour entre se complexifier, se révéler comme ça, et que c'est là que quelque chose se dit d'un effet de vérité aussi. Oui. Je ne sais pas si on est hors sujet ou pas, mais moi, quand j'ai compris ça avec Basiji, avec mon premier documentaire, le long métrage, c'est que pour moi, le cinéma, enfin, c'est comme ça que j'utilise le cinéma, c'est que je déplace le réel. C'est-à-dire, vraiment, c'est ça que je fais, c'est-à-dire, là, dans mon film dont je vous ai parlé, Iranien, où je vis avec 4 mois là dans une maison, c'est quelque chose qui est pas possible. Qu'un athée vivre avec des mollahs dans une maison en disant moi je suis athée, et que j'ai vécu avec parce que c'est ça que je dis dans le film, que j'ai vécu avec quelqu'un sans être marié.
relation extra-conjugale. Et donc, tout un tas de choses un peu comme ça, c'est impossible de dire ça en réalité, dans la société iranienne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer un espace où finalement, où je déplace le réel, où finalement, ce truc-là, il s'est vraiment dit, puisque on filme le réel, il s'est vraiment dit, or, c'est pas possible de le dire. Et donc, je pense qu'à partir de là, on peut dire qu'il y a une réalité en devenir. C'est ça qui m'intéresse, en fait, de créer cette réalité. Oui, tu dis que le film est réel. Ben, le film fait partie du réel, et devient un réel particulier, voilà, où se noue quelque chose entre toi et une réalité extérieure à toi. Mais le réel, la question du réel et la question de la vérité qui est quand même un peu liée, se pose vraiment dans le film, pas en dehors. Pas du tout en dehors. Et dans ce nœud dont tu parles, et dans cette espèce d'espace un peu imaginaire, en partie imaginaire, ou en tout cas qui t'appartient, et dans lequel tu invites des gens à venir. Tu les déplaces et tu te déplaces. Vous vous déplacez tous les deux. Et du coup, c'est formidable parce que ça rejoint ce que tu disais sur le déplacement, c'est-à-dire que c'est ça qui va permettre au spectateur de déplacer son regard. C'est ce déplacement qui a été joué quelque part dans la réalité, qui va permettre au spectateur de dire « Ah ouais, mais les mots là, quand même, ouais, mais alors lui, mais alors... Bon, d'un coup, ouais, il se passe plein de choses. » Parce que du coup, alors là, on n'est pas dans le message, on est dans autre chose, justement. Mais c'est cette autre chose qui, pour moi, est quand même un peu de l'ordre de la vérité, quoi. Parce que ce déplacement, c'est quand même, quelque part, déconstruire un monde d'images préétablies, un monde d'images toutes faites, un monde de préjugés, un monde de jugements, pour le substituer par quelque chose qui, comme disait Bazin, est un monde qui s'accorde à notre désir, quoi. C'est ce que tu racontes. Et je crois qu'il y a dans tout travail de film, il y a quelque chose de ça, de faire exister un monde qui s'accorde à notre désir. Oui, c'est une reconstruction d'une réalité qui se passe. Il y a toujours reconstruction. J'ai l'impression chez toi aussi, Françoise, ce travail de créer quelque chose qui finalement n'existe pas, une extinction, est artificiel. Oui, c'est quelque chose d'artificiel qui tout d'un coup révèle la vérité de chacun, mais par bribes, par petits instants, par petites... c'est fugitif. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est fugitif. Alors, est-ce que cette artificialité, on la retrouve, comment vous la reconstruisez, vous ? Dans le cinéma direct. Oui, c'est pour ça, c'est de ça que c'est la question que je vous pose. Comment vous la reconstruisez ? Mais juste avant de parler de ça, moi, je voulais insister aussi sur l'importance du travail, c'est-à-dire sur le fait que, enfin pour moi en tout cas, parce qu'on parle beaucoup, là, enfin, j'ai entendu œuvre d'art, chose terminée, tout ça. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire, je crois beaucoup plus qu'il s'agit d'un processus jamais achevé, que chaque film, en fait, est quelque chose en travail et qu'il y reste, comme tu le disais, inabouti, enfin, insatisfaisant, il aurait pu être autre, etc. Et que c'est, en fait, en donnant ce morceau de travail aux spectateurs qui veulent bien venir, qu'il achève le boulot, quoi. Enfin, je veux dire, c'est là qu'il se passe ce qui doit se passer et qui est différent pour chacun. Et ça, moi, je tiens beaucoup à cette notion de travail, de processus. J'aime pas trop l'idée de l'œuvre. Voilà, j'aime pas trop le concept de l'œuvre. Je crois que c'est un tout petit peu une imposture. Et qu'on est beaucoup... Enfin là, je suis très brechtienne là-dessus aussi, c'est-à-dire je pense vraiment que ce qui compte dans tout ça, en réalité, c'est le travail qui est fait, que c'est un travail qui est fait, bien sûr, d'abord par l'auteur, par le réalisateur, mais jamais seul. Enfin, en tout cas, dans le cinéma, c'est comme ça. En littérature, en peinture, c'est différent, mais dans le cinéma, c'est comme ça. Et qu'il faut vraiment bien ne jamais... il faut bien penser à toute cette dimension très très simple, très collective et très enfin qui ressemble au travail de plein d'autres gens. Voilà, pour comprendre vraiment ce qu'est le cinéma documentaire. Et donc le travail qui ne s'achève que qu'avec le spectateur. Qui par définition, alors c'est particulièrement vrai dans le documentaire, qui est vraiment toujours insatisfaisant. Je veux dire, autant une fiction peut être bouclée, autant un documentaire ne peut jamais être bouclé. On a un mal fou à finir à faire un début et une fin, quoi.
un début et une fin. Quand on filme une réalité... C'est aussi en salle, quoi. Oui, absolument, oui. Non, mais la notion d'œuvre d'art n'empêche pas le travail. Non, c'est juste que ça passe par le regard mais même d'une équipe, mais ça passe par une interprétation du réel et un choix. Les réalisateurs, ils ont un choix. C'est en ça qu'il y a œuvre d'art et que c'est justement pas la vérité, c'est pas le réel qui est montré là, c'est une construction du réel. Alors, pour reprendre la question sur... Oui, je vais prendre l'exemple. Curieusement, l'artificialité, elle existe par le seul fait qu'il y a un film, quoi. Que c'est filmé, que c'est pas seulement quelque chose qui a lieu, mais que c'est quelque chose qui est filmé. Alors, à partir du moment où c'est filmé, ça devient autre chose. Mais je voulais reprendre sur les 2 derniers films qu'on a faits, Claudine et moi, Les Arrivants et Les Règles du jeu, dans les 2 cas, curieusement, la question de la vérité était dans le film. Je crois que ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire, Les Arrivants, ils arrivent avec leur récit, et la première chose qu'on cherche à interroger socialement, dans le dispositif de demande d'asile, c'est la vérité de leur récit. Il faut qu'ils prouvent la vérité de leur récit. Et la première chose que le spectateur du film, et que nous, en filmant, on se pose comme question, c'est est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Et cette question, elle est là comme un suspense dans le film. Et en même temps, le film, il déplace cette question, le spectateur se la pose, et c'est important qu'il se la pose, et il y a un moment où il ne se la pose plus. Et c'est le moment où la vérité du film apparaît. Parce que justement, cette question-là est une fausse question de vérité. La question de la vérité, de l'exactitude du récit et des preuves qu'il y a à donner pour demander l'asile, c'est pas ça la vérité des choses. Et ça, les gens qu'on a filmés nous l'ont fait comprendre. Et du coup, dans le film, ça devient très important ce déplacement, parce qu'on comprend à partir d'un certain moment que c'est toute une histoire qu'ils ne pourront pas raconter. Et que c'est ça la vérité de leur histoire et la vérité auquel le film nous amène petit à petit. Et donc la question de la vérité, elle chemine dans le film, elle se déplace dans le film, pour Les Arrivants comme ça, pour Les Règles du jeu d'une autre façon, mais de nouveau on se retrouve avec des gens qui n'ont pour toute richesse, des jeunes demandeurs d'emploi, sans diplôme, etc., qui cherchent à leur premier emploi, ils n'ont face au coach qui leur enseigne les règles du jeu, ils n'ont comme seule richesse que leur sincérité, leur attachement à la vérité. Je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas me vendre parce que je ne veux pas mentir. Et on leur apprend à mentir. Ils sont dans un dispositif où on va leur apprendre à mentir. Et le personnage principal, Lolita, le personnage principal du film, au début, on lui demande quelle est votre principale qualité. Elle dit la franchise. Et à la fin du film, on lui dit quel est votre plus grand défaut. Elle dit la franchise. C'est formidable. C'est-à-dire que d'un coup, le déplacement a eu lieu dans le film. Et c'est pas par hasard que la question de la vérité est aussi la question qui agite les personnages, parce qu'elle agite pas seulement les cinéastes, elle agite aussi les gens qui sont dans la vie, qui sont dans la vraie vie et qui se coltinent avec ça. Et avec la question de tricher, j'ai envie de dire le mot tricher parce qu'on parle de la vérité, mais quand on le vit dans le travail, on le vit comme une volonté ou un désir de ne pas tricher. Et ça, je crois que ça, c'est quelque chose que tous les cinéastes connaissent. Parce que l'artificialité, quand est-ce qu'elle est une tricherie et quand est-ce qu'elle n'en est pas une? Parce que c'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise artificialité et de bonne artificialité, mais il y a une manière d'être artificielle dans la manière de filmer ou dans la manière de construire ou de couper ou de ne pas montrer une chose ou au contraire, qui est une tricherie. Et alors là, on retombe sur l'éthique. Effectivement, dans le documentaire, il n'y a rien à faire à partir du moment où on filme quand même des personnes réelles, qui, d'accord, je suis d'accord avec toi, on va en faire des personnages, mais ça, il faut s'y sentir autorisé. Tu vois, il y a quelque chose, encore un déplacement, bon, voilà. Mais en même temps, on leur doit quelque chose. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire n'importe quel personnage avec n'importe quelle personne. C'est-à-dire, tu vas retenir de cette personne quelque chose qui va te servir à raconter ton histoire, mais tu vas essayer de ne pas tricher. Parce que si tu triches,
Tu fais une peinture crapuleuse. Tu fais une peinture crapuleuse. Et c'est toujours, d'ailleurs, tricher, la plupart du temps, c'est au nom d'une certaine idéologie. Toujours, toujours, toujours. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut, je pense que c'est un peu un moment propice pour qu'on passe la parole à la salle, si vous avez une question, une intervention, un complément de réflexion sur ce qui vient d'être mis là, sur la table, sur la moquette, là-bas. Bonjour. Il y a un mot qui a été prononcé qui est universel ou universalité en parlant de la vérité. Est-ce que justement cette vérité pour vous, elle revêt un caractère, quand elle se révèle, un caractère universel? Est-ce que c'est ce que vous ressentez ou, voilà. Oui. Méran. Parce que ça permet aussi de rebondir. Alors, dans ce que moi je fais, disons, dans ce que je mets en place, comme je suis un des personnages du film, et que j'accepte de me mettre un peu en péril, c'est-à-dire en difficulté avec des gens qui défendent une idéologie qui est celle de la République islamique. Et j'ai expérimenté ça quand je faisais Bassidji, mon premier long métrage, qu'il y a un moment où je dis rien face à eux. Ils me posent une question, je n'ai pas la réponse, je sèche. Et je vois que c'est un moment incroyable parce que le spectateur fabrique ses réponses à ma place. Et il a presque envie d'ouvrir le cadre, rentrer à l'intérieur et parler à ma place en disant celui-là il ne sait pas répondre, mais moi je vais dire, je vais leur donner leur cas de vérité en face. Et c'est aussi l'effet iranien qui est provoqué, c'est aussi ça. Et donc si on peut parler d'universalité, il est pour moi à cet endroit-là, c'est-à-dire que il y a un effet de miroir. D'un coup, on se projette dans cette relation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est valable pour tous les films ou que c'est valable de la même manière. En tout cas, dans le mien, dans moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai cherché à provoquer, c'était de créer une relation d'altérité entre donc ma relation d'altérité avec les mots-là et aussi celle du spectateur avec l'autre. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui viennent voir, après avoir vu le film, ils disent c'est vachement bien, ça me fait penser à mes parents communistes à table avec qui j'arrivais pas à dialoguer. Alors que moi j'ai fait un film en Iran avec des mollahs dans la banlieue. Ou bien il y a un psychiatre qui dit c'est très intéressant la façon dont tu discutes avec les mollahs. Est-ce que tu peux venir travailler? Ça m'est arrivé ça aussi dans un hôpital psychiatrique et mettre en place un espace de dialogue comme tu le fais. Donc l'universalité, il est peut-être à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'essentiel peut-être qu'on repère à l'intérieur de cette rencontre et aussi qui est dû au fait que l'identification est possible, quoi. Voilà. Je pense que oui, je pense qu'il y a la question de l'identification, mais il y a aussi, je crois, la question où le cinéma, il y a un espèce de contrat qui est posé immédiatement, qui est qu'il s'adresse au spectateur et que donc le spectateur se projette. Dans le contrat entre le cinéaste et le spectateur, il y a cet échange, c'est-à-dire il s'adresse à toi et toi, alors moi, spectateur, je me projette dans le film. Et je pense que dans le documentaire, c'est quelque chose comme ça qui se passe très fort. Et c'est là, effectivement, où il y a, plus que l'identification, quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. Mais la question de la... Bon, alors peut-être que d'autres peuvent répondre à cette... Vous pouvez aussi répondre à cette question de l'universalité. Ce qu'on a dit surtout, c'est que la singularité faisait universalité. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, je pense que c'est l'ambition cachée de tout cinéaste documentariste, c'est-à-dire c'est de filmer le particulier et de révéler ce qu'il a d'universel. C'est-à-dire c'est vraiment ça et c'est ce qu'il a d'extrêmement, je dirais, démocratique et humaniste. C'est-à-dire c'est de penser réellement qu'en allant
en faisant ce tri absolument incroyable qui est de dire ça je veux pas, ça je veux pas, ça je filme pas, ça je filme pas. C'est ça, là, c'est ça. C'est que ça, voilà. Et pourquoi je choisis ça? Parce que là, je sais, je suis sûre, je crois en réalité. Je crois. C'est même pas une histoire de raisonnement. C'est que je crois que là, je vais trouver quelque chose qui va concerner la Terre entière et qui est identique pour tout le monde. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça mon credo. Mais j'ai constaté que chez beaucoup de cinéastes documentaristes, on retrouve ça d'ailleurs, quand on lit des projets écrits, etc., le nombre de fois où on retrouve cette idée, le particulier, l'universel, enfin, en filmant ce lieu qui est tellement particulier, je voudrais dégager ce qu'il y a d'universel et tout. Et je crois que ça, c'est très juste. Comme... Tu veux répondre, Françoise, aussi ou... une autre intervention, une autre question? Caroline? Non, moi je me faisais la réflexion que la question de la vérité, elle est au cinéma et dans le cinéma documentaire en particulier, elle est délicate à cause de parce que il y a un refus de l'objectivité scientifique qui a derrière cette notion. Enfin, ça fait référence aussi à ce que tu disais au début, Catherine. On va pas parler du terme de cinéma vérité, des débats qu'il y a eu autour, mais les débats, ce refus, enfin à mon avis, c'est aussi lié à ça, c'est cette idée qu'il faut écarter l'objectivité scientifique parce que c'est du cinéma et c'est de l'art. Et donc il y a aussi eu cette discussion-là. Mais moi, je crois qu'il y a une proximité avec un dispositif épistémologique, en fait, quand même, c'est-à-dire une recherche de connaissance, de chercher à connaître, et que ça peut être de l'art aussi, mais qu'il y a ce travail-là qui se fait quand même. Et ce qui, d'ailleurs... montre ça, je crois, dans l'histoire notamment du cinéma direct, c'est l'importance du feedback, même s'il n'est pas pratiqué par tout le monde. Mais la question éthique, c'est le feedback, c'est en fait, est-ce que le film est regardable par les gens qui sont dans le film. Et c'est pas un hasard si dans Chronique d'un été, il y a le feedback, etc. Et il y a ceux qui le pratiquent, il y a ceux qui le pratiquent pas, mais même ceux qui le pratiquent pas. Finalement, la question éthique, c'est la question du feedback et c'est aussi la question de la vérité, c'est-à-dire de vérifier à la fois, voilà, est-ce que les personnes peuvent se regarder telles qu'elles ont été filmées et aussi est-ce que ça dit quelque chose de vrai sur leur réalité. Et donc, bon, voilà. Mais il y a ce débat par rapport justement à l'art, est-ce que c'est de l'art ou pas, qui fait un peu obstacle, je crois, depuis toujours. En tout cas, depuis le cinéma direct, parce que depuis le moment où on a le pouvoir de tout filmer. Et à ce moment-là, voilà, il faut... le feedback, c'est la contrepartie, c'est de dire, alors, il faut faire retour sur ce qu'on filme. Et donc, ça ressemble quand même à une recherche de connaissances, à quelque chose, une recherche épistémologique, enfin. Et tous les moyens qui sont mis en œuvre comme ça, par chacun d'entre vous... c'est à chaque fois une expérience, quoi. Enfin, ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est la question du tout filmé, parce qu'effectivement, tout filmé, c'est exactement l'illusion du média, l'illusion dans laquelle on est et dans laquelle on s'inscrit en faux, bien sûr. Pour nous, il n'est pas question de tout filmer. On sait que ça n'existe pas, que c'est un mensonge, très exactement un mensonge. Et par contre, choisir de filmer ceci plutôt que cela, c'est entrer dans un chemin où quelque part du sens va pouvoir surgir. Autrement, non. Autrement, on est... Parce que pour mettre le degré zéro de la question de la vérité, il y a plein de spectateurs qui nous renvoient l'histoire de la caméra cachée comme étant l'idée même de la vérité. Puisque la caméra est cachée, alors ce qu'on voit est vrai. Eh ben c'est le contraire. Pour moi, si la caméra est cachée, le mensonge est là. Voilà. Mais c'est assez intéressant parce que, par exemple, on nous dit, mais c'est formidable votre film, on nous dit ça pour les règles du jeu. Je ne sais pas comment vous avez fait, la caméra n'est pas là. On ne voit pas la caméra, on ne la sent pas, etc. Bon, voilà. Et moi, j'essaie de leur expliquer, au contraire, la caméra est là. C'est pour ça que vous ne la sentez pas, parce que vous prenez sa place. Vous prenez sa place, mais parce qu'elle est là. C'est la caméra qui vous libère cette place. Mais
Mais c'est le contraire d'une caméra cachée, c'est le contraire d'une caméra invisible. C'est une caméra intégrée dans la situation, comme celle de Méran et comme celle d'Émilie. Acteurs et pas témoins, bien sûr. C'est-à-dire les gens qu'on filme, ce sont des acteurs. Et du coup, pour ce qui est de... Et nous sommes acteurs aussi. Et pour revenir à la question un tout petit peu à la question de l'universel, c'est vrai, et du coup d'une vérité scientifique, le cinéma documentaire n'est pas un cinéma sociologique, contrairement à ce que le Festival du réel voudrait nous faire croire en disant Festival du cinéma ethnographique et sociologique. C'est absolument faux. C'est pas ça. Parce que justement, la méthode même n'est pas celle de la sociologie. La méthode de la sociologie, c'est la représentativité. Et la représentativité comme un accès éventuellement à l'universel. Alors que nous, au contraire, c'est dans le singulier et c'est du côté de la représentation et non pas de la représentativité que se joue la question de la vérité et de l'accès à l'universel. Mais c'est par l'humain, évidemment, c'est par le singulier. Mais ça, c'est une position... C'est la position documentaire. Et je pense qu'on se distingue non seulement de l'information, mais aussi de la sociologie et de l'ethnographie. Oui, moi, je voudrais raconter que le dernier documentaire que j'ai fait pour la télévision en 2002, ça s'est terminé par un procès avec Moati, que j'ai gagné contre lui. Mais bon, lui, il a gagné la diffusion. Moati était le producteur. Oui. Et il a gagné la diffusion parce qu'il est passé outre le jugement du tribunal. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, en fait, ils m'ont demandé de faire le pour, le contre. C'est-à-dire que pour eux, la vérité, c'est on présente quelqu'un qui a un point de vue et l'autre point de vue, et voilà. Et comme ça, on s'en sort et tout le monde est content et personne ne réfléchit. Eh ben... Et je crois que c'est quelque chose qui est très pratiqué maintenant. Je ne regarde pas la télé, mais j'imagine ça. Qu'ils ont l'impression de donner un espace de vérité s'il y a les deux points de vue. Voilà. Et je trouve que ça, c'est très, très grave. C'est dire à quel point on manque de la complexité de ce qu'on fait, quoi. En même temps, je voudrais revenir sur ce que disait Caroline sur la question de la connaissance. Parce que quand même, pour accompagner et pour vous accompagner dans le travail, la question de connaître, c'est quand même quand on va vers les gens, c'est aussi pour les connaître. Et cette idée de connaître, c'est pas une idée anodine non plus. C'est un vrai moteur pour aller vers les autres. Alors, le dire, la connaissance, ça devient très scientifique et c'est pas là que ça se passe. Mais connaître l'autre et connaître la situation, et c'est quand même quelque chose c'est ça aussi qu'on va essayer de révéler. J'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que ça soit, je vois Mehran qui est vraiment à l'opposé de moi, parce que moi je filme vraiment ce qu'il y a de plus près à ma famille et Mehran ce qu'il y a de plus loin pour lui, l'altérité absolue. Voilà. Mais c'est vrai que ses proches, c'est des énigmes. En fait, notre famille, moi c'est vraiment un film sur la famille, on essaye de comprendre de qui on vient, d'où on vient et qui sont ces gens qui nous entourent et qui nous construisent et qui en même temps peuvent aussi des fois nous détruire mais aussi nous enrichir et puis nous aimer mal mais nous aimer fort. Et c'est vrai que moi j'ai filmé ce que j'avais autour de moi parce que déjà c'était énorme de pouvoir connaître ça. Et ce qui est très drôle, c'est que tu parlais de sociologie, c'est qu'au moment où j'ai commencé à filmer, j'étais plus étudiante en art appliqué, j'étais étudiante à l'UHESS en sociologie justement. Et j'avais fait une enquête dans la classe de ma petite sœur et je m'étais dit c'est dingue quand même parce qu'avec justement toutes ces questions de rupture épistémologique, on passe à côté de tellement de choses, notamment toute la part émotionnelle, tout ce qui est de l'ordre du corps, de tout ce que le corps dit, les émotions, tout ce qui est pas quantifiable, analysable, même dans des enquêtes qualitatives. Hein. Mais et c'est vrai que en même temps que je faisais cette enquête, j'ai commencé à filmer. Et là, j'ai vu l'étendue de la connaissance humaine auquel on avait accès, sans pour autant prétendre à cette objectivité scientifique c'est vrai que la sociologie a un petit souci avec cette objectivité scientifique pour qu'il la légitime.
pour une question de légitimité. Mais du coup, je me suis dit à quel point le cinéma était beaucoup plus puissant et riche pour atteindre les autres. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, je filme ma famille qui est assez atypique, avec des personnages, on va dire, entre guillemets, enfin, c'est pas la famille Ricoré. Mais au fond, les gens, au début, ils peuvent être complètement interloqués par l'altérité de cette famille. Et à la fin, ils sont tous touchés parce qu'au fond, on a fait un travail d'approche de cette connaissance de l'autre qui nous renvoie, justement, dans ce qu'il y a de plus singulier, ça renvoie toujours à soi, c'est-à-dire toutes les questions qui sous-tendent chaque famille, c'est-à-dire c'est quoi ces liens inéluctables auxquels on ne peut pas échapper et qui font que voilà, on a peur d'être mal aimé, on a peur d'être abandonné, enfin bon, toutes ces questions qui sont entre guillemets universelles, même si ce mot est un peu aussi galvaudé comme la vérité puisqu'il demande à être défini. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous touche tous, qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous relie dans notre expérience humaine. Et c'est vrai qu'on a parlé de l'expérience, et pour moi, un film documentaire, c'est avant tout une expérience que l'on vit nous, et qu'après on va délivrer aux autres, et finalement notre film, il nous appartient plus, et il y a autant de films qu'il y a de spectateurs. Et chaque personne, ou quand on lit une critique de film, ou quand on a un retour d'un spectateur, on se dit, bon, ben, c'est cette personne qui a vu le film, quoi. Et je trouve ça génial, parce que c'est plus à moi, quoi. Et ça a créé, et c'est ça qui est génial dans le cinéma, c'est que en fait je peux vivre des vies que je n'aurais jamais vécues. Enfin, c'est comme la littérature, hein. Mais là il y a l'expérience aussi justement du corps, des émotions, des lumières, des ambiances, des atmosphères qui sont presque de l'ordre, presque comme quand on rêve, quoi. On vit d'autres vies et là il y a une vérité enfin on peut atteindre une vérité d'existence qu'on peut pas atteindre par d'autres formes peut-être de représentation. C'est vrai, chaque spectateur interprète le film qu'il voit et a sa propre vérité et sa propre lecture du film, et il le revit à sa façon, quoi. Oui, c'est en ça que ce que disait Claudine tout à l'heure, c'est-à-dire que le travail n'est terminé que quand il y a des spectateurs pour regarder le film, et du coup le film n'existe que quand il est projeté, sinon ça n'existe pas. C'est bien parce que quelque chose se joue. Et du coup, est-ce que cette notion de vérité, elle va jusqu'à la vérité de la relation au spectateur? C'est là que... Oui, par exemple, c'était très fort pour nous avec les règles du jeu, le film qui va suivre dans quelques minutes, voilà. C'est parce que justement, il divise complètement les spectateurs. C'est-à-dire qu'il peut être perçu complètement différemment par les spectateurs. Et on a fait des débats avec des salles qui vraiment, où les gens s'engueulaient parce qu'ils ne comprenaient pas que d'autres aient pu voir le film autrement que comme eux l'avaient vu. Et c'était assez incroyable, parce que ça, c'est quelque chose qu'on découvrait, nous, voilà, en étant en face de ces salles. Et c'était assez impressionnant. Et en même temps, on s'est dit, c'est formidable, parce que c'est la première fois où on a pu faire sans débat, sans s'ennuyer jamais, quoi. Parce que, parce que devant chaque salle, c'était complètement différent. Alors, il y avait des gens qui riaient, et des gens... nous, on était plutôt de ce côté-là. Quand on a fait le film, on était content que ça puisse faire rire, voilà, aussi. Et il y avait des gens qui ne supportaient pas que d'autres rient, et qui incendiaient les gens qui riaient, en disant, mais comment vous pouvez rire en voyant une telle détresse, etc. Voilà. Et donc, il y avait des points de vue qui s'exprimaient complètement différents. Et dans le débat qui suivait, d'ailleurs, il y avait quelquefois des gens qui changeaient de camp, même après, qui changeaient de camp. Et ça, c'était assez impressionnant, parce que les gens avaient vécu, en fait, toute la complexité des choses. Simplement, ils la réduisaient quelque part parce qu'ils prenaient parti, ils voulaient prendre parti. Mais en fait, ils avaient vécu l'autre aspect des choses. Et finalement, dans le débat, je me souviens d'une femme, par exemple, qui avait fait une première intervention tout de suite après le film pour dire à quel point c'était incroyable, que fait l'école, ces gamins qui ne savent pas parler, qui sont même pas polis et tout, etc. Elle fait une intervention comme ça, puis bon, le débat a lieu. Bon, hein, et à la fin, elle dit, ah oui, non, j'ai changé d'avis. J'ai complètement changé d'avis. Non, parce que en fait, elle avait vécu complètement autre chose dans la projection. Mais elle n'avait pas supporté ce qu'elle avait vécu dans la projection. Et elle ne l'avait pas intégré. Et le débat lui a permis de l'intégrer.
Et donc, on se rend compte qu'un film, c'est voilà. Et là, effectivement, pour nous, c'était vraiment la vie du film. Enfin, on avait fait ça pour ça. Voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle une projection. C'est-à-dire que c'est vraiment le support de toutes les projections. Oui, je pense. Oui. Méran ? Disons, ça, ce que vous dites, il y a des gens qui regardent mon film qui disent oui, c'est incroyable, tu t'as bien démontré que le dialogue est impossible. Puis d'autres qui viennent dire mais c'est super de faire des films pour montrer que quand même c'est possible de se parler, quoi. Et donc il y avait ça, et dans la salle bien sûr, et toutes ces discussions. Et après ce que vous disiez tout à l'heure, madame, sur le fait de pouvoir assumer le film devant les personnes, le feedback. Et ça, c'est effectivement une vraie question, quoi. C'est la partie la plus, au fond, le trac est là, quoi, lorsque les personnes qui ont participé au film doivent le voir. Et moi, j'avais donc fait Basiji, donc, où j'avais filmé la milice du régime iranien, donc des gens qui savent ce que c'est que la propagande. Et qui savent ce que c'est que l'image. Et qui crèvent l'écran aussi. Hein. C'est-à-dire ils sont ultra séduisants. Ils savent rire, séduire, tout ça. Comment ? Micro. Et donc j'avais fait donc j'avais filmé la milice du régime iranien, et ils sont c'est des gens souvent très séduisants qui maîtrisent la propagande, qui savent séduire. Et donc il m'avait dit, voilà, moi je participe à ton film, mon personnage principal, et il a dit, je participe à ton film que si tu montres que la guerre Iran-Irak qu'on a vécue était une guerre épique. Voilà, c'est ça donc c'était sa condition pour participer au film. Moi je lui avais dit, je ne peux pas montrer que cette guerre-là était une guerre épique parce que elle était épique pour vous. Mais par contre, je peux montrer qu'elle était épique pour vous et pas pour moi. Voilà, donc en fait c'est la question de la distance, quoi. Je disais, voilà, tout simplement, je suis avec ma distance et je veux bien montrer que pour toi elle est épique à l'intérieur de mon film, quoi. Donc je mets en abîme ton idée à l'intérieur du film. Il a dit, bon, bah déjà si tu montres que pour moi c'est une guerre épique, c'est toujours ça de prix, j'accepte. Et donc on a fait le film, j'ai d'autres choses à dire après sur la question de l'image aussi, de la caméra là-dessus. Et à la fin, quand il a vu le film, il a dit, oui, mais ton film, il vaut rien parce que au fond, t'as pas montré la vérité. Tu nous as montré, mais t'as pas montré la vérité, la vérité religieuse, celle que tu disais au début, la vérité qu'on défend une vérité. Donc, au fond, comme il était montré tel qu'il était. Enfin, tel qu'il était, c'est impossible, mais en tout cas, voilà. Donc, finalement, un homme, quoi. Ces idées, c'était des idées d'homme, au fond. C'est ce que j'avais montré. C'était des relations que j'avais filmées. Et donc, voilà, finalement, j'avais réduit cette idéologie que lui défendait. L'idéologie était là, mais il était, disons, à l'intérieur du film, quoi, mise en abîme à l'intérieur du film. Donc du coup le feedback était celui-ci, quoi. Il était déçu, il trouvait que c'était un film pas nuisible mais inintéressant. Après il y a autre chose sur la question de la caméra, je trouve, qui est très très intéressant, la présence de la caméra, ce que tu disais tout à l'heure. Et moi quand je filmais donc les Basiji, je montais au fur et à mesure avec une très grande monteuse, c'est avec elle que j'ai appris à faire des films, parce que moi aussi, comme Émilie, j'ai pas fait des études de cinéma, mais d'architecture. Et donc, cette monteuse qui s'appelle André Daventure, je suppose que vous connaissez, oui. Qui est décédée maintenant. Bon, c'est une grande monteuse du cinéma. Et on a très vite vu que les Basiji, donc ils sont très charismatiques et séduisants, et que ils peuvent convaincre. On a eu peur de ça, quoi, tous les deux. Hein. Mon montage était comme ça. Et donc, la solution que moi j'ai trouvée à ça, c'était d'être filmé aussi, moi. En fait, de ne pas leur donner toute l'image. De ne pas les filmer eux, mais de filmer
la relation à eux, donc du coup montrer que finalement celui qui leur parle, il est différent, quoi. Physiquement il est différent, et puis il bégaye, il a peur, il hésite, il est comme ça. Bon, bah, rien que tout ça, ça montre qu'on est dans une dictature, rien que tout ça montre que finalement on n'arrive pas à dire les choses, et que... Donc du coup il a fallu que je sois aussi à l'image, parce qu'il y a une caméra, et que voilà, donc du coup... donc je suis à l'image avec eux, donc ça me rassure au début, mais sauf que la question se pose, comment est-ce que je suis? Est-ce que je les regarde en souriant? Et si je les regarde en souriant, le spectateur va dire, regarde-moi ce salaud. Hein? Il est d'accord. Il est d'accord avec eux. Il est d'accord avec eux. S'il dit un truc, je dis comme ça, il dit, bah oui, il est d'accord. Et si je dis non, bah, ou bien que si je fais la gueule, il va dire, mais si tu me fais la gueule, pourquoi tu me filmes quelque part? Et voilà, donc toutes ces choses-là qui étaient au fond des vraies questions qu'il fallait, en fait, la distance dont tu parles, et elle est à cet endroit-là, c'est-à-dire comment est-ce que je vais montrer au montage, mais pour moi ça c'est la durée du plan qui permet de montrer, et c'est la durée du plan qui permet de prendre de permettre au spectateur de prendre cette distance-là et de comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur du plan, quoi. Voilà. Ça, je crois qu'on sera tous d'accord. L'histoire de la durée, oui, on n'en avait pas parlé. Prends un micro, s'il te plaît. Oui, non, la question de la durée, on n'en avait pas parlé, mais effectivement, c'est une clé. C'est une clé, et c'est vrai. Alors, moi, je suis parfaitement d'accord que 9 fois sur 10, la question de la vérité même se joue dans la durée d'un plan. Ça, absolument. Ça, combien de fois je l'ai vécu? Et si c'est coupé, non. Voilà. Et le plan se casse la figure, et il revient, et il renaît de ses cendres, et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans cette durée et qui ne se passera pas autrement. Et là, on est vraiment dans l'idée que le vrai message, c'est le film. Il n'y a pas d'autre message. Le film ne délivre pas d'autre message que lui-même, parce qu'il est il est le message dans sa forme, dans sa durée, dans sa lumière, dans sa distance, dans ses cadrages. C'est là qu'il est message, qu'il fait quelque chose, un effet de sens qui produit quelque chose, mais pas du tout quelque chose qu'on a dans la tête. Non, ce qu'on a dans la tête au départ, c'est le désir de faire un film, en gros et en détail d'ailleurs, parce que finalement, est-ce qu'on a un autre désir que celui-là? Je ne sais pas. Mais on a surtout celui-là, voilà. Mais ce désir-là va nous emmener à rencontrer des gens. Mais c'est le désir c'est marrant, parce que c'est vraiment, de ce côté-là, on est très proche des peintres, je crois, parce que les peintres, ils font de la peinture, leur seul truc, c'est de faire de la peinture, quoi. Et ça les emmène très loin. Et ben nous, c'est pareil. Le cinéma nous emmène à rencontrer vraiment les gens comme on ne pourrait jamais imaginer qu'on puisse les rencontrer. On ne peut les rencontrer comme on les rencontre que parce qu'on a cet outil entre les mains, et que c'est cet outil qui nous emmène à ce point d'incandescence de la rencontre, quoi. Voilà. Et de sa vérité. Oui, c'est ce que disait Caroline tout à l'heure quand tu parlais du désir de connaître. Oui. Alors, moi, je préfère l'expression désir de connaître que de connaissance, tu vois, parce qu'il y a un malentendu sur connaissance avec savoir, enfin bon. Mais c'est sûr que le désir de rencontrer l'autre et de le connaître est absolument déterminant. Je crois qu'on va s'arrêter là. Les gens rentrent dans la salle parce qu'ils attendent la séance d'après, donc les règles du jeu. Merci beaucoup. Françoise Mérand, Émilie, d'avoir accepté de nous accompagner dans cette discussion. Claudine et Patrice, merci. Alors on va démarrer la séance suivante. Donc je suis un peu déphasée, je suis désolée, passer de l'un à l'autre, c'est un peu compliqué. On vient de terminer donc cette discussion autour de la question de la vérité. Et Patrice a longuement parlé de cette question de vérité qui est à l'intérieur du film même, des règles du jeu. Mais aussi, je crois qu'au-delà du fait que c'est une question qui est en jeu pour ces jeunes gens, c'est-à-dire de devoir mentir pour pouvoir se vendre, je pense que le film, les règles du jeu, rendent compte aussi d'un travail qui est nécessaire de mise à jour du mensonge. On n'a pas parlé du tout du mensonge pendant cette discussion. Ça allait être la question
suivante, mais bon, on n'a pas eu le temps. Et je crois quand même que cette question du mensonge et d'un mensonge mis en place par des institutions, par une société, mais aussi d'une manière qui n'est pas de l'ordre du complot, mais qui est un mensonge qui existe parce que c'est bien pratique pour tout le monde. Ça a été aussi un moteur du film, un moteur de votre désir de faire ce film-là, à cet endroit-là, pour rendre compte aussi comment, dans cette parole de mensonge, quelque chose de la vérité pouvait venir par derrière. Et je pense que c'est très bien que le film, finalement, vienne après la question de la vérité. Mais c'est vrai qu'on est doué en programmation. Alors, je vais passer la parole à Claudine et Patrice pour présenter le film. Oui, c'est la question de la vérité, mais c'est aussi enfin, si on a souhaité faire ce film, c'est parce que la parole est vraiment le sujet principal du film et qu'on travaille pas mal depuis quelque temps sur cette question de la parole et comment on la met en scène. C'est-à-dire que enfin, comme vous le verrez, il y a deux types de paroles dans le film. Il y a la parole des coachs, la parole de l'entreprise, la parole le discours du marché. Et puis de l'autre côté, il y a des gens démunis qui n'ont pas accès au discours, qui n'ont pas accès au langage, en tout cas à ce type de langage, et qui, eux, ont une parole, justement, disons, une véritable parole, et une parole qui passe à la fois par des mots, bien sûr, quelques mots, mais aussi le visage, le corps, une façon de se positionner, une façon de refuser, une façon de faire semblant d'accepter, enfin tout un tas de signes. Et ça a été un des gros travaux que tu as fait, et je te laisse la parole, c'est-à-dire de comment à l'image, comment s'approcher de cette parole-là qui était parfois imperceptible. En même temps, avant de dire juste un mot sur ce qui va complexifier le dispositif, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Il n'y a pas d'un côté les gamins qui sont victimes d'un discours marchand et voilà, et de l'autre des coachs qui sont voilà les méchants. Il y a des gens qui, de part et d'autre, sont pris les uns comme les autres dans cette question du mensonge et de la vérité. Et comme nous, dans notre manière de faire, on n'est pas manichéen et on ne veut pas l'être, on va s'approcher autant quelque part des coachs que des jeunes qui sont coachés. Et du coup, la vérité des coachs va apparaître aussi. Voilà. Mais différemment. Parce que justement, tout le problème du film, c'était de construire une égalité cinématographique entre les uns et les autres. C'est-à-dire entre ceux qui, d'un coup, sont en position de pouvoir, de domination, et ont le discours, ont le savoir, et ceux qui n'ont rien d'autre que leur sincérité, leur bafouillis, leur manque, leur souffrance, leur humanité aussi. Voilà. Et donc, pour rétablir cette égalité, il fallait les filmer différemment. On ne pouvait pas les filmer pareil. Et effectivement, il fallait s'approcher des gamins. Nous, on les appelle des gamins. Ils ont 20 ans, mais bon, voilà. Ça reste quand même des gamins. Il fallait s'approcher d'eux pour saisir justement les petites choses qui, parce qu'ils sont quasiment muets, ils n'ont pas de mots pour répondre, ils n'ont pas le savoir, ils n'ont pas le discours, mais ils sont là, leur corps est là, et leur corps parle. Et donc il fallait s'approcher suffisamment d'eux pour que les corps parlent, et les corps parlent en résistant, en réalité, et c'est cette résistance qu'on voulait montrer. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne projection. Et alors, donc demain, pour faire un peu la pub. Donc demain, 2 séances. Non, c'est dimanche. Donc demain, dans une carte blanche, puisque Claudine et Patrice ont demandé à montrer des films d'autres cinéastes. Et demain, nous verrons L'été de Giacomo d'Alessandro Comodine. Et dimanche, les courts-métrages, donc les premières œuvres, et de Claudine et de Patrice. Bonne projection.